Le seul moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. On a en effet là un mythe passionnant, qui est un mythe initiatique, un mythe de l'expérience et de l'extrême, et si je pouvais réaliser tous mes désirs. Et ce qui, à mon avis, est assez passionnant dans cette adaptation, l'une des plusieurs, des multiples qui ont été faites de ce roman, c'est évidemment, on va y venir, la question de la fixation de l'image et de la manière dont, de cette page blanche, on aboutit à ce portrait qui est une espèce de gerbe non seulement de couleur, mais d'horreur. Alors, je le disais au début, il y a un monde de l'extrême, un monde fin de siècle, et je parlais au début de la corruption. Corruption qui fascine avec la dégénérescence, ce moment-là. C'est une fascination à la fois pathologique, comme toute cette dégradation, ce que le tableau nous montre, cette espèce de purulence, de biologie complètement dégradée. Fascination pour la corruption morale, avec cette société victorienne éprise de normes, d'ordre, de bienséance, de convenance, ce qu'il faut, ne faut pas faire, en particulier dans la bonne société, en particulier pour les dames de la bonne société. Et corruption financière, puisque tout peut s'acheter, y compris le fait de pouvoir détruire un corps, un cadavre. Donc on a à la fois une fascination, et comme toujours d'ailleurs dans la manière de tenir à distance quelque chose, une fascination et une condamnation qui fait comprendre que Wilde, par ce roman, et c'est ce que le film montre à plusieurs reprises avec Lord Harry, qui est évidemment un double d'Oscar Wilde, cette espèce d'esprit brillant qui choque tout le monde par ses saillies, avec une parfaite élégance, en tenant des propos à la fois insupportables et délicieux, de dandisme, eh bien, on a cette espèce de double attraction, de double mouvement. Et ce qu'explore le portrait de Dorian Gray, c'est ce monde qui se déploie, cette grande capitale, cette métropole qui est Londres, cette ville du crime et en même temps de la civilisation. Je parlais tout à l'heure de ces figures qui hantent les rues de Londres, figures criminelles sur lesquelles on se rue avec appétit, à la fois, encore une fois, fascination et répulsion. Et ce qui est passionnant dans le cas de Dorian Gray, c'est que les deux mouvements sont contenus dans la même figure, inscrits véritablement dans le même personnage, et soit sur un plan spirituel au sens intellectuel avec Harry, avec cette espèce de posture de dandy, et en même temps, en termes éthiques, avec la figure de Dorian Gray. Parce qu'on est là dans un monde, c'est évidemment, je présente les personnages principaux, les trois personnages principaux, un monde éminemment aristocratique. On est ici dans la très haute classe londonienne, donc l'élitisme affirmé, qui d'ailleurs peut paraître aujourd'hui choquant, parce qu'il y a certains propos qui ne sont pas forcément repris dans le film, mais qui sont extrêmement durs, c'est-à-dire une sorte d'éloge de l'élection. L'élection qui vient par le génie artistique, par la richesse, par la beauté. Donc une forme d'élitisme absolument assumé, qui fait qu'on est dans ces mondes des salons, ces mondes à la fois des artistes et des grandes secondes. On retrouve d'ailleurs cette question dans Pygmalion, évidemment une des figures qui résonne par rapport à notre mythe, qui résonne par rapport à ce thème, et qui d'ailleurs est repris par un autre anglais, Shaw, un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire comment transformer quelqu'un d'un monde en un autre monde. Comment traverser les mondes, ces mondes qui sont si distincts, et qu'on voit dans le film avec cette espèce de baraque perdue dans l'East End, ce monde populaire, comment franchir les mondes. Eh bien, c'est ce que Dorian Gray va pouvoir faire. Et il va le faire au nom de quoi? Eh bien, une traversée des extrêmes, avec une expérience de l'extrême, au nom d'un hédonisme, c'est-à-dire une manière de jouir, de pouvoir jouir, et de pouvoir jouir sans entrave. Une espèce de rêve qui a été évidemment celui de différents mythes, on pense à Don Juan, mais là, la particularité, c'est qu'apparemment, il n'y aura pas de traces et pas de conséquences. La possibilité de jouir sans entrave, de traverser tous les plaisirs, et Lord Harry se fait véritablement le philosophe de cet hédonisme. Voilà, jouissez, c'est la première partie du film, savourer la vie, cueillir, enfin, c'est un message qu'on a depuis les épicuriens, mais là, il y a une espèce de puissance qui fait que ça va être pris littéralement au pied de la lettre, au pied de la peinture, on pourrait dire. Ça va être disons, complètement incarné et poursuivi jusqu'au bout.
Cet hédonisme, cette espèce de culte du plaisir, passe par l'idée qu'il faut tout expérimenter, qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de limite, et la moralité n'est certainement pas un critère à prendre en compte. Ce que dit Wilde dans sa préface, c'est qu'il n'y a pas d'art moral ou immoral, il faut tout expérimenter. La pure question est une question esthétique, c'est-à-dire à la fois de la beauté, du plaisir. Finalement, quelle est la valeur de l'expérience? Et toute expérience, fut-elle criminelle, fut-elle terrible, eh bien, est bonne à prendre. Au même moment, d'ailleurs, un disciple de Wilde, André Gide, un peu plus tard, va dire « Je fais l'éloge de toutes les influences. Toutes les influences, toutes les expériences. Tout est bon à traverser, à expérimenter, à apprendre. » Gide qui écrira « L'immoraliste ». Donc cette amoralité, au moment même où d'ailleurs Nietzsche écrit « Par-delà le bien et le mal », cette idée qu'il faut dépasser les critères moraux, dépasser les canons éthiques, au nom de quoi? Au nom d'un développement radical de soi-même, de l'exploration de soi-même, à travers l'exploration du monde, dans une espèce d'effet miroir, et notamment l'exploration des bas-fonds. Évidemment, avec cette idée de s'encanailler, le terme est extrêmement juste à cet égard, la canaille, c'est-à-dire ce qui n'est pas aristocratique, ce qui est le bas peuple, et cette espèce de jouissance de pouvoir plonger dans des mondes qui sont des mondes inférieurs. C'est déjà d'ailleurs ce que voulaient faire les libertins, les roués, quand ils voulaient participer à des plaisirs qui n'étaient pas de leur classe, et avec cette espèce de jouissance de la déchéance. Donc, cette espèce d'amoralisme professé a une conséquence évidente, c'est le mal. C'est-à-dire le mal comme effet autour de soi, c'est ce que Dorian Gray provoque, des suicides, des meurtres, et d'ailleurs, ce qui est assez passionnant, aussi bien dans le film que dans le roman, c'est que, à part trois événements, le suicide et puis un assassinat, on ne connaît pas les crimes de Dorian Gray. Ce que dit d'ailleurs Wilde lorsqu'elle le procède sur son roman, c'est on ne sait pas, celui qui voit les crimes dans ce roman les a apportés. C'est une chose merveilleuse que dit Wilde. Finalement, on projette sa propre immoralité, son amoralité, dans les crimes que font Dorian. Dorian, on le voit ici, une espèce de gigantesque ellipse de presque 20 ans, 18 ans, et on a simplement l'écho dans cette bonne société victorienne de ce qu'on dit de lui, c'est-à-dire la mauvaise réputation. Comment les gens sont plans, on voit tous ceux qui murmurent autour de lui, le regardent, cette espèce de déconsidération sociale. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas les turpitudes. En tout cas, les effets, c'est le sillage de sang, mais ce sillage de sang, ce qui est extrêmement fort aussi, ce qui est bien montré dans le film, c'est que, eh bien, Dorian Gray n'en ressent aucune conséquence extérieure. Évidemment, il peut avoir des moments de culpabilité, qui le rattrape à la fin, mais si vous regardez, chacun des crimes, en quelque sorte, est parfait. Le suicide de Sybil Vane ne lui est pas raccordé, puisqu'on ne connaît pas son nom. Le meurtre du peintre Basil Hallward est complètement, littéralement dissipé, ça veut dire détruit par un chimiste, il n'y a plus de trace du corps, lequel se suicide après. Et puis, quant à celui qui pouvait exercer la vengeance, qui pouvait être, la conséquence du crime originel, indirect avec le suicide mais quand même provoqué, et là, il est opportunément tué dans un accident de chasse. Pourquoi est-ce que tout ça est très intéressant? C'est exactement comme dans le parfum de Suskind, où tout ce qui pouvait montrer la criminalité ou d'un moment disparaît, en première partie du roman. Ça veut dire que la conséquence de cette dynamique, c'est que Dorian Gray est laissé face à lui-même. Il est face à face avec lui-même. C'est un grand roman du face-à-face, au sens littéral du terme, c'est-à-dire un film, là où pour le coup, dans la partie de l'adaptation, eh bien, il y a cette espèce de jeu où on le voit en train de se regarder dans le tableau et dans le miroir, nous le voyons en train de se regarder, et là où c'est évidemment vertigineux, c'est que nous voyons l'image d'un acteur qui est mort, d'un acteur qui est pour l'éternité dans cette fixité d'un visage, puisque le cinéma est précisément ce qui fixe éternellement l'image, et que ce sont des fantômes qui viennent nous parler identiques à eux-mêmes, à l'infini. Eh bien, on a cette espèce d'effet spéculaire, si vous voulez, qui fait qu'on a quelque chose qui est fixé, et que ce qui devrait être normalement la transformation du miroir et la fixité du portrait, ici, devient la fixité du miroir, la transformation du portrait, et tout ceci avec un film qui, eh bien, garde ces images et nous montre cette traversée. Donc, face à face, ce face à face est littéralement fantastique, c'est-à-dire qu'il
il nous met face à une dualité et il met cette dualité à travers des formes. Cette question de la dualité est évidemment un terme extrêmement fondamental et ancien qu'on trouve dans de nombreux mythes, mais si vous prenez simplement dans le domaine anglais, Edgar Poe déjà a au moins 2 fois, sinon plus, exploré cette question. Le portrait ovale, qui est une nouvelle extrêmement courte, qui dure 1 page, raconte l'histoire d'un peintre qui peint la femme qu'il aime, et cette femme, eh bien, lorsque le peintre met le dernier coup de pinceau en se rendant compte que le portrait est magnifique, il ne s'aperçoit pas que sa femme est en train de dépérir à mesure qu'il peint et que les couleurs la quittent littéralement, il met la dernière touche à ce portrait et il dit « c'est la vie même ». Et lorsqu'il dit « c'est la vie même », cette femme, son épouse, meurt. Donc on a déjà cette thématique de l'art supérieur à la vie en quelque sorte, l'art qui capte la vie, qui est plus vivant que la vie, c'est évidemment une thèse que Wilde défend avec cette esthétisme, c'est-à-dire cette supériorité de l'art sur la vie, la nature qui doit être dépassée, thèse qu'on a chez Baudelaire, d'ailleurs le premier livre qu'on voit dans le film, c'est Les Fleurs du Mal, pour le coup ça n'est pas chez Wilde, l'autre livre qui sert de référence chez Wilde, c'est À rebours, qui est le grand livre de la décadence, de la Huysmans, c'est-à-dire l'espèce d'exploration de toutes les expériences possibles jusqu'à la corruption. Donc, on a, avec cette dualité, une dimension fantastique, et à la différence de l'autre grand roman de la dualité exactement contemporain, qui est Dr. Jekyll et Hyde, on a ici quelque chose qui est davantage, alors maîtrisé, en tout cas, qui permet un regard de surplomb. Ce que subit Jekyll, qui est donc un chimiste, c'est le grand moment de la chimie, notamment parce que la destruction d'un corps par la chimie dans le film, c'est qu'il subit l'irruption du mal qui va le faire se transformer radicalement en une créature monstrueuse. D'ailleurs, Stevenson n'arrête pas de vous dire qu'ils n'ont rien à voir physiquement. C'est-à-dire que Jekyll est complètement différent physiquement de Hyde, que vraiment c'est une créature monstrueuse. Bon. Là, ce qu'on voit dans le film, c'est bien montré, c'est évidemment la déformation progressive jusqu'à voir, avec les 2 images en couleur, la première, la jeunesse idéale, et puis à la fin, l'espèce de monstruosité, mais il y a un point commun. Et surtout, c'est le plus important, il y a la possibilité pour Dorian, dans une espèce de fascination pour sa propre destruction et corruption, de se regarder. Et de ne pas être dans un rapport avec le monde, de subir l'espèce d'irruption de ce qui est à la fin du roman de Stevenson, où on voit que Hyde n'arrête pas de ressurgir et il n'y a plus de contrôle possible. Donc on a cette espèce de fantasme tout à fait esthétique, tout à fait waldien de la maîtrise, comme ça, et ce que montre très bien l'acteur avec cette espèce d'impassibilité, au début, une impassibilité un peu naïve, et puis cette espèce de maîtrise qui fait qu'on a l'impression que rien ne passe, une espèce de visage miroir, justement, de visage que rien ne va ébranler, sauf à certains moments au début, se contrôler de plus en plus. On a donc une dualité qui est une dualité qui, évidemment, pose le problème de savoir jusqu'où eh bien, cette expérience est tenable et possible. Et dans cette expérience-là, l'expérience du mal, dans cette dualité-là, eh bien, on a véritablement une forme d'initiation. Et on a pu se demander, dans certains cas, dans le cas de Don Juan, par exemple, si la fin n'avait pas été plaquée pour des raisons morales, pourquoi est-ce que Don Juan accepte que le commandeur, pourquoi est-il détruit à la fin? Donc on peut se demander si, dans ce parcours, il y a une fatalité de cette destruction finale. Et là, il y a, on a vu de façon très intéressante, une grande différence entre le film et le roman. D'abord, on a bien, à mon avis, un parcours initiatique. On commence par cette espèce d'innocence, de personnage qui est littéralement informé et qui se retrouve face à 2 créateurs possibles. L'un qui le prend pour modèle, le peintre, et l'autre qui le prend pour une sorte de pâte à modeler. D'ailleurs, il s'est dit, je suis le créateur. Là, c'est ce fantasme de Pygmalion d'avoir une matière parfaite esthétiquement qui va pouvoir transformer. Donc, trio masculin initial, les 3, le jeune, disons, éphèbe qui appelle, qui n'est pas conscient de son pouvoir, de son génie de la beauté, puisque c'est présenté comme tel, c'est ce que dit dès le début du film ce personnage de Harry.
Et puis, le peintre qui, pour le coup, est présenté avec une espèce d'idéal à la fois de beauté et de bonté, qui en devient même quasiment naïf par rapport, au contraire, au discours très tentateur, très séducteur de cette espèce de figure diabolique qui va proposer un pacte faustien, c'est-à-dire, voilà, il le sous-entend, et c'est ce que dit d'ailleurs exactement Dorian, je donnerai mon âme. Je donnerai mon âme pour devenir, pour pouvoir devenir qui je suis, c'est-à-dire pour devenir celui qui va tout expérimenter. Cette initiation-là, elle se fait à la faveur de certaines influences, et là c'est intéressant de voir comment le film déplace les enjeux du roman. D'abord, on a de façon tout à fait insistante, je suis le ciel et l'enfer, ce poème, qui vient comme une ouverture, qui est citée, qui est montrée à la fin, comme si c'était véritablement déjà une forme de prédestination. Ça n'existe pas dans le roman. Donc le film, c'est ce que je voudrais ici montrer, prend une approche plus fataliste, plus déterministe, peut-être parce qu'on est justement dans un film, avec cette espèce de déroulé qu'on ne peut pas arrêter. La deuxième chose qui est très importante, la deuxième différence importante, c'est que cette figure obsédante de la statuette du chat égyptien, comme une sorte de basse-tête, ça veut dire de déesse qui serait là, qui serait, la manifestation d'une transcendance, d'une divinité en plus exotique, alors plus tout ce qui est l'égyptologie pour l'Angleterre de l'époque, enfin, donc, ça veut dire vraiment la terre des dieux, ça n'est pas non plus du tout dans le roman. Il n'y a pas cette espèce de surpoint-là. Alors que, à de nombreux moments, vous avez, dans la manière dont le plan est constitué, vous avez à côté du tableau le chat, vous avez le chat au premier plan, et puis vous avez le chat qui entre en tension avec un deuxième plan, un arrière-plan plutôt, vous avez la caméra qui descend, et en fond, en haut, vous avez, en contre-plongée, la chambre, c'est-à-dire le lieu de l'enfance, le lieu de l'innocence, où Dorian cache ses turpitudes. Construction d'une espèce, avec la profondeur de champ, de tension entre cette espèce de fatalité au premier plan, et qui va finalement faire le lien avec le temps originel de l'enfance, le temps d'en haut, qui devient, de façon inversée, le monde d'en bas, c'est-à-dire le monde de la turpitude. Là, on va cacher, finalement, tout ce qui est de l'ordre de la pulsion, qui est manifesté sur ce tableau. Et dans ce cheminement-là, vous avez cinq actes dans le film. Ça suit à peu près le roman. Premier acte, qui est le temps de la tentation. C'est le moment où Dorian subit en quelque sorte l'influence de Harry de ce lord. Ils ont à peu près le même âge, ils sont très jeunes, et échappe à celui qui l'a peint, à l'artiste. Un deuxième acte, qui est l'acte de la première épreuve, qui est celle de l'amour, qui occupe dans le roman près de 7 chapitres, qui est très important, qui est toute l'histoire avec Sibyl Vane. Est-ce que cet amour est un amour salutaire, un amour qui va permettre de découvrir à la fois le plaisir sensuel, mais la sortie de soi, la sortie de l'égoïsme, le dépassement, et cette possibilité avec cette espèce de rêve d'amour, de rêve à deux, qui se retrouve effondré, et là de façon différente. Pourquoi? Parce que, dans le film, et là on a, à mon avis, une manifestation disons, moralisante, qui n'est pas dans le roman, parce que Sibyl Vane s'est donnée, comme on dit, à Dorian Gray, hors mariage. Ça me semble être une lecture tout à fait datée, c'est-à-dire américaine, disons, puritaine, parce que ce n'est pas la raison pour laquelle, dans le roman, Sibyl Vane se suicide. Elle se suicide dans le roman parce que c'est une actrice de théâtre qui joue Shakespeare, qui joue Juliette, qui joue des rôles féminins, et que ce que Dorian aime en elle, c'est sa capacité à être tous ses rôles et tous ses personnages. À un moment, Harry lui dit quand est-elle Sibyl Vane? Jamais. Elle est tout le temps, tous les personnages féminins de Shakespeare. Et un jour, en quelque sorte, pour être sûr que Dorian l'aime elle et pas ses personnages, Sibyl Vane joue faux au théâtre. Elle joue terriblement faux. Et Dorian vient la voir dans sa loge en lui disant mais c'est terrible que c'est-il passé. Elle dit mais vous m'avez vu moi, comme ça vous m'aimez moi. Et ça brise totalement l'amour de Dorian pour Sibyl qui dès lors se suicide. Vous voyez que c'est sensiblement différent de toute l'histoire qui est présentée dans le film. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que là, moi c'est véritablement daté, c'est-à-dire que chez Wilde, vous avez
une espèce d'éloge esthétique de l'art par-delà la nature. Le personnage est plus important que la personne, et c'est sa capacité à être une actrice de génie que Dorian reconnaît, de même que lui est une espèce d'effet de génie et que Harry est un philosophe de génie. Alors que dans le film, eh bien, on est sur une veine beaucoup plus sentimentale et, disons, sur une veine beaucoup plus socialement convenue, c'est-à-dire que c'est dès lors qu'elle commet un faux pas social que le personnage est déconsidéré et se tue. Ça, c'est le deuxième acte, la deuxième épreuve. Le troisième temps, c'est celui des expériences. C'est le temps qui est le plus court, qui fait l'objet d'une grande ellipse dans le film, puisque près de 20 années se passent, comme dans le roman d'ailleurs, et on ne sait pas, il s'agit, j'insiste, c'est à mon avis ce qui fait aussi la puissance de ce mythe, et c'est pour ça que le film est à mon avis très juste par rapport au mythe, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le détail des expériences de Dorian. On le voit entrer dans des pièces, on devine, ça passe par des regards, et ça passe surtout par la rumeur, c'est-à-dire par le regard extérieur, c'est par la condamnation sociale et morale dont fait l'objet Dorian. Dans des expériences, et puis, pour arriver, quatrième acte, au meurtre du créateur. C'est-à-dire, c'est votre faute si je suis devenu comme cela, meurtre parfait à nouveau, et comment la créature, puisqu'il a pu mener cette vie par l'action du tableau, et donc grâce au peintre, et donc cette destruction-là, destruction qui se passe dans les brouillards de l'ombre, là aussi tout est expliqué, le film le montre très bien, pour que ce soit parfait, on ne le voit pas, c'est dans l'ombre, le domestique n'est pas là. Destruction du peintre, destruction de l'auteur, et en quelque sorte, eh bien, libération pour Dorian, pour pouvoir aller jusqu'où. Et c'est la question que va poser ce dernier acte, c'est-à-dire quelle sera la limite possible après le meurtre du créateur, après la destruction de l'amour de jeunesse, après eh bien, même l'impossibilité de la vengeance, puisque le frère de Sibyl Vane meurt, là aussi de façon tout à fait providentielle, en Dorian. Quelle est donc la limite? C'est pour moi la question ultime qui se pose. Jusqu'où aller dans ces expériences, surtout quand elles sont réalisées en toute impunité, ce que permet le tableau, et non seulement le tableau, mais une espèce de providence qui protège en fait Dorian jusqu'au bout. Eh bien, la limite, c'est justement ce face-à-face dont je parlais, c'est-à-dire comment lui-même se regarde et comment lui-même peut accepter, supporter d'aller jusqu'au bout de cette expérience. Ce qui, dans le film, passe par un personnage qui n'existe pas comme ça dans le roman, c'est-à-dire par Gladys. Là aussi, on a une espèce d'extériorisation, c'est-à-dire que cet amour pur de jeunesse d'enfance, avec l'initiale, c'est comme si le film avait rajouté son initiale sur le roman, l'initiale G, qui n'est pas dans le texte initial, eh bien, ce personnage-là est celui qui va en appeler à cette conscience, ce remords, au nom d'un amour pur, c'est la seule chose bonne que j'ai faite de ma vie. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui fait que, à la fin, évidemment, on pourrait dire que Dorian se suicide. Parce que tuant le tableau, il se tue lui-même. Le savait-il, ne le savait-il pas? Ce n'est pas dit. Mais toujours est-il qu'il y a véritablement, dans la confrontation de soi-même, l'autodestruction. Je le disais, Edgar Poe a écrit 2 nouvelles sur la question du double. L'autre nouvelle s'appelle William Wilson, et William Wilson raconte l'histoire d'un homme qui, à chaque moment de sa vie, à chaque moment critique, voit arriver un double, son double, qui l'empêche de commettre une mauvaise action, de tricher au dé, de tuer quelqu'un en duel, etc. Et à la fin de William Wilson, il tue ce double, et son double lui dit « Malheureux, tu viens de tuer ta conscience ». Il est certain que Wilde a lu cette nouvelle, il a pris d'ailleurs d'autres textes romantiques, puisque cette question du double qu'on a chez Faust, qu'on a chez tous les romantiques, est omniprésente, et ce n'est pas un hasard si, là aussi, innovation par rapport au roman, Chopin, avec son prélude, cette espèce d'ouverture, est présent là, Baudelaire est présent, on est dans cet univers romantique du dédoublement, sauf que, et c'est peut-être ce qui fait que le film projette un regard moral sur un roman qui n'était pas moralisateur, eh bien, il est rattrapé par cette conscience, par l'autre, par cette jeune fille, qui le rappelle à cette espèce d'innocence première que lui-même a perdue. Voilà à quoi je voulais en arriver, c'est-à-dire, dans cette initiation-là, cette espèce de grande traversée des expériences, ce mythe fantastique où le double, finalement, est
dans une manifestation esthétique, dans un tableau, quelque chose qui est extérieur, mais c'est deux en un, on a véritablement, pour moi, une figure qui est à l'opposé de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac qui est exactement contemporain, c'est 10 ans plus tard. D'ailleurs, le film commence Londres 1886, qui est le moment de l'écriture du roman. Le film lui-même cite Oscar Wilde de façon assez spéculaire, et ça c'est possible parce qu'on est après. Voilà les théories de l'auteur même de ce mythe. Et Cyrano, lui, eh bien, il porte sa laideur sur son visage à travers ce nez, mais il contient une âme entièrement noble. Et finalement, cet extérieur que lui-même juge comme repoussant fait qu'il n'est pas possible d'accéder, malgré ses éclats, malgré son génie, malgré son courage, malgré sa puissance poétique, malgré tout cela, eh bien, il n'est pas possible d'accéder à sa belle âme. Et donc, sa belle âme, elle a prêté un beau visage qui est chrétien, avec un dédoublement. Bon. Eh bien, avec une forme de sacrifice radical, au nom de l'amitié et au nom de l'amour pour Roxane. On a ici avec Dorian Gray exactement l'inverse, c'est-à-dire l'absence de sacrifice personnel, un dédoublement qui porte au contraire la beauté sur le visage et une corruption morale. Et il me semble passionnant de voir dans cette espèce de symétrie des deux mythes de fin de siècle quelque chose comme une forme d'héroïsme qui serait un héroïsme, disons, positif et solaire, et puis un héroïsme qui est un héroïsme des bas-fonds, un héroïsme plus tortueux, plus complexe, en même temps fascinant, comme est le mythe de Don Juan. Ça veut dire celui d'une expérience qui irait jusqu'au bout de son aventure, quel qu'en soit le prix, jusqu'à se détruire, mais au nom d'une forme d'esthétisme, d'une vie menée comme une œuvre d'art. Et peut-être est-ce là ce que le film montre, comme moi il le voulait, vivre sa vie comme une œuvre d'art et céder à la tentation pour pouvoir tout expérimenter. Je vous remercie.